Nous sommes maintenant avec Monsieur Luc Rajotte, qui est notre chroniqueur économique. Comment allez-vous, Monsieur Rajotte? Ça va très bien toi-même, Vincent. Ça va très bien également. On commence aujourd'hui avec une nouvelle, et je suis pas certain si c'est une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle, mais c'est le fait que la hausse de l'âge de la retraite à 62 ans n'a pas été acceptée. Ben, c'est toujours à l'étude. Il y a une commission Ouais. parlementaire que j'avais mentionné l'automne dernier qui était pour avoir lieu au printemps. Donc, c'est un petit peu en avant. Là. On a commencé cette commission-là la semaine dernière. C'est une commission qui, à tous les 6 ans, se remet en marche. Question de revoir un petit peu le régime de rente du Québec, qui est le bas de laine des Québécois, dans le fond. Hein. On cotise tous de par nos salaires hebdomadaires au régime de rente du Québec. Alors, le ministre Girard a invité là, une cinquantaine de représentants de divers niveaux d'activités sociales et professionnelles à travers le Québec, incluant les syndicats, consommateurs, employeurs, organismes, économistes, actuaires, tous les gens qui peuvent avoir un impact sur la prise de décision ou les changements ou modifications apportés au régime de rente. Alors, je peux te dire que d'entrée de jeu, il n'y a aucun des intervenants importants que j'appellerais ou ceux qui représentent le plus de travailleurs au Québec qui se dit favorable à repousser la retraite à 62 ans. Puis pas nécessairement par principe d'acquis non plus. Je pense que la majorité des représentants syndicaux ont signifié que de retarder de 2 ans supplémentaires la retraite peut avoir différents impacts. Premièrement, premier impact, c'est les gens qui, physiquement, mentalement, avec toutes les difficultés qu'on connaît sur le milieu du travail depuis 5 ou 6 ans et plus accentuées depuis la pandémie, ben, ils ont des difficultés au niveau moral, au niveau psychologique, à tenir la route ou à continuer à tenir le rythme du travail effréné parce qu'on nous demande d'être de plus en plus productifs sur le marché du travail de la part des employeurs pour rentabiliser les investissements que l'on fait dans les différents secteurs d'activité. Alors, premier élément, santé physique, santé mentale aussi de la part des travailleurs. Deuxièmement, pour les petits épargnants, c'est-à-dire les petits épargnants, ceux qui n'ont pas beaucoup d'épargne et qui ont travaillé à salaire moindre toute leur vie, d'empêcher aux gens qui voudraient prendre leur retraite à 60 ans de bénéficier du régime de rente, ben, c'est de lui demander de ne pas manger pendant 2 ans. Alors, c'est impensable en termes économiques, en termes sociaux, Mhm. de ce côté-là. Troisième élément important dans le refus, c'est que on a un régime de rente en excellentes conditions financières. On en parlait avec toi, Vincent, à l'automne. C'est plus de 100 milliards le bas de laine québécois qui est engrangé au régime de rente actuel. Puis on verse moins de cotisations, moins de prestations, pardon, que l'on cumule ou qu'on accumule de prestations dans une année. Alors, pour le moment, en tout cas, à tout le moins, même si on essaie d'être prévisionniste, d'ici les 40 ou 50 prochaines années, il n'y a pas de problématique de ce côté-là. Ce qu'on ressent, c'est que le ministre Girard, le gouvernement du Québec, tente davantage de pousser les gens à travailler plus longtemps à cause du principe de pénurie de main-d'œuvre. Alors, donc, on ne laisse pas le libre choix aux gens de retourner sur le marché du travail. On tente de leur mettre une pression pour rester en leur empêchant de pouvoir Mhm. obtenir leur régime de rente à partir de l'âge de 60 ans. Maintenant, il faut comprendre que du côté du consommateur, il y a quand même un désavantage à prendre son régime de rente à 60 ans. Il y a une dépréciation de 36 du montant que tu devrais normalement recevoir à l'âge de 65 ans. Alors, 36 c'est le tiers des rentes que tu devrais recevoir que tu ne recevras pas. Maintenant, on peut faire des calculs comme on voudra. Recevoir ta rente de 36 amputée pendant 5 ans, même si tu l'avais à 100 à partir de 65 ans, ça va prendre 10 ans supplémentaires pour récupérer tout ce que tu as réussi à obtenir dans les 5 premières années. C'est-à-dire, si tu as accumulé, je ne sais pas moi, 10 000 de rente par année, ou 9 000 c'est plus la tendance, mettons 40 ou 50 000 ben, ça va prendre 10 ans à partir de 65 ans pour aller récupérer ce que tu as
accumulés dans les 5 premières années. Alors, il y a un désavantage actuariel quand tu dis que l'âge du décès maintenant est beaucoup plus poussé. Il va plus autour de l'âge de 78, 80, 82 ans. Là, tu vas être pénalisé dans ces années-là d'avoir bénéficié du régime de rente entre 60 et 65 ans. Bon, ça, c'est les deux côtés de la médaille. L'autre aspect aussi qui est regardé avec le régime de rente, c'est la prestation d'essai, qui est encore à 2 500 qui n'a pas été revu depuis près de 15 ou 20 ans. C'est toujours le même montant, alors que l'indexation des prix à la consommation fait que pour réussir à avoir des funérailles relativement décentes, bien, ça coûte, selon les thanatologues du Québec, près de 7 500 pour réaliser des funérailles. Alors, on voit qu'il y a un écart important. Le montant de 2 500 ne représente que le tiers du coût réel pour faire une funéraille. On demande d'indexer ça, même de le doubler. La majorité des intervenants ont demandé à tout le moins de le doubler immédiatement. Mais comme dit le ministre Girard, ça risque de coûter, en bon canadien, la peau des fesses, de faire cette augmentation importante-là. Alors, il y a différentes discussions. Il y a aussi le régime, la pension aux survivants, qui n'a pas été majorée de façon importante depuis une dizaine d'années. Donc, on demande de ne pas la doubler nécessairement, mais de la faire croître de 30 à 40 supplémentaire à ce qu'elle est actuellement. Ça, le ministre Girard n'est pas contre le principe de revoir ça, considérant que lui-même revoit un peu les coûts liés à l'inflation. Alors, ça risque d'être une option qui pourrait être bon. Ça ne sera certainement pas doublé, la prestation survivante, mais ça pourrait être majoré de 10, 15, 20 à la fin de la commission lorsque les décisions seront prises par le Comité de retraite Québec. Alors, essentiellement, c'est ce qui se discute actuellement, mais ça annonce pas bien pour tenter de ramener la retraite ou de repousser la retraite, pardon, pas ramener, mais repousser la retraite ou la possibilité de toucher le régime de rente du Québec de 60 à 62 ans. Est-ce que c'est une décision qui est tout ou rien? Est-ce que ça doit être 62 ou ça reste comme c'est maintenant, ou il y a un compromis qui peut être fait? Ils peuvent en arriver à une entente puis se dire 61 ou 61,5 ou quoi que ce soit. Même non, c'est 62 ou rien. Ben, je pense que c'est 62 ou rien, c'est-à-dire qu'on restera au statu quo parce qu'il n'y a aucun mémoire, en tout cas déposé à ce jour, depuis une semaine. Les principaux intervenants qui ont comparu dans la première semaine étaient favorables à ce côté-là. Ce que les intervenants, par contre, font comme recommandation, parce que pas tout dire que tu n'es pas d'accord, il faut que tu arrives avec certaines propositions, ben, c'est de plutôt trouver des incitatifs au niveau fiscal à maintenir les gens en emploi. Alors que ce soit des crédits d'impôt supplémentaires lorsque tu retournes sur le marché du travail, que la braquette, en bon français, braquette d'impôt, soit pas trop modifiée quand tu ajoutes des revenus à ce que tu veux obtenir de régime de pension que tu pourrais déjà avoir. Donc, c'est des solutions qui sont apportées qui, à mon point de vue, pourraient peut-être effectivement inciter 10, 15, 20 des retraités ou des gens qui bénéficient du régime de rente à rester sur le marché du travail plus longtemps que d'essayer d'y aller avec le bâton direct, là, puis d'imposer des choses qui rendraient tout le monde très malin en bon français. Surtout ceux qui sont sur le bord de pouvoir bénéficier du régime de rente à partir de 60 ans. Comme la présidente de la CSN disait de façon bien polie, ce ne sera pas les mois de février qui va éviter la mobilisation des travailleurs. Ouais. Si vous comprenez entre les lignes, ça veut dire qu'il pourrait peut-être y avoir certaines manifestations assez importantes si le gouvernement décidait d'aller de l'avant avec cette proposition à 62 ans. Mm-hmm. Et maintenant, on va traiter d'un phénomène qui se dessinait à l'horizon, dont vous nous aviez fait part et vous nous disiez que ça s'en vient, c'est quasiment inévitable et effectivement, ça l'était. C'est le taux d'insolvabilité qui commence à augmenter, c'est ça? Effectivement, au Canada, en 2022, là, c'est plus de 100 000 consommateurs qui ont déposé des dossiers d'insolvabilité. C'est 11 d'augmentation par rapport à 2021. Qu'est-ce qui fait que... puis le Québec est la troisième province au Canada en termes de pourcentage de dossiers d'insolvabilité.
ce qui est à peu près avec 26 000 dossiers dans la dernière année. C'est un peu moins en pourcentage que la Colombie-Britannique et l'Ontario, mais ce n'est pas une compensation favorable Non, c'est ça, nécessairement. c'est pas quelque chose dont il faut être particulièrement fier, c'est ça. Ouais, quand tu es dans le top 3, c'est pas nécessairement Non. bon, contrairement à d'autres domaines dans lesquels c'est excellent de s'y retrouver. Par contre, qu'est-ce qui fait que les Québécois s'en tirent peut-être un peu mieux que l'ensemble de ces deux autres provinces-là? C'est que les Québécois étaient une des provinces où il y avait le moins de propriétaires. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de locataires au Québec qu'il y a de propriétaires dans les provinces, exemple de l'Ontario ou de la Colombie-Britannique. Donc, la hausse des taux d'intérêt a affecté beaucoup plus ces provinces-là sur les prêts hypothécaires, les paiements hypothécaires, qui amènent nécessairement les gens à peut-être revoir leur budget puis décider qu'il y aura une capacité de payer ou de rencontrer des engagements. Autre aspect positif pour les Québécois, il y a moins d'endettement sur les cartes de crédit, marge de crédit, que les résidents de ces deux autres provinces-là. Donc, il y a aussi un endettement moins élevé, moins de risques de trouver en situation déficitaire au cours des prochaines semaines. Maintenant, si l'inflation persiste, ce qui semble être le cas, hein, quand on dit on en a parlé aussi ensemble, quand que, exemple, on a créé 47 000 nouveaux emplois au Québec au cours du mois de janvier, alors qu'habituellement, on est autour de 6-7 000 dans les mois semblables des années précédentes. Ce qui fait que ça crée une pression, beaucoup plus de revenus dans les poches des Québécois, donc plus d'argent pour dépenser, plus on dépense, plus on consomme. Plus on consomme, plus les produits risquent d'augmenter. Donc, les gens ne s'abstiennent pas autant qu'on l'aurait souhaité du côté de la Banque du Canada en termes de consommation des produits et services. Alors, ce qu'il y a de danger là-dedans, c'est que si on continue à consommer, et que l'inflation continue, que la Banque du Canada est obligée de réagir encore, bien, de l'autre côté, il y a plus d'entreprises qui font faillite que les années précédentes. C'est un record, 37 de plus. Alors, à un moment donné, la création d'emplois effrénée comme on connaît risque de ralentir de façon importante et là, créer du chômage. Et c'est là que les effets d'augmentation des taux de la Banque du Canada risquent d'avoir leur impact, c'est-à-dire que là, il y aura diminution de la consommation à ce moment-là. Donc, on aura été nos propres personnes qui auront créé cette situation-là, de par notre volonté de ne pas contrôler nos dépenses en début de pandémie économique, que j'appellerais, là, où on a avantage à trouver des solutions beaucoup plus rapides dans notre façon de gérer notre budget. Puis à ce moment-là, c'est là qu'on a... C'est drôle parce que c'est la première fois que ce type de contexte-là se produit. Souvent, c'est les entreprises qui produisaient, puis à un moment donné, stoppaient de produire complètement, qui créaient beaucoup de chômage. Et là, l'effet des augmentations de taux d'intérêt avait comme impact beaucoup plus rapide qu'ils vont l'avoir actuellement. Alors, je ne sais pas comment... Oui, vas-y. Est-ce qu'il y a une possibilité peut-être, et je ne veux pas être alarmiste ou quoi que ce soit de la sorte, mais la bulle qu'il y a eu aux États-Unis en 2009 avec les taux d'insolvabilité et puis les gens qui étaient prêts à payer leur hypothèque, il n'y a pas une chance que quelque chose de similaire ou semblable se produise ici si les taux d'insolvabilité continuent d'augmenter? Je vais te retourner la question. Est-ce que quelqu'un aurait pu prévoir la pandémie? La réponse est non. Je veux dire, il y a certains scientifiques ou épidémiologistes, oui, mais comme des économistes, non. Oui, mais le contexte économique a tellement de facteurs qui peuvent être influencés par des éléments externes. Exemple, la guerre en Ukraine. Est-ce que l'invasion promise par la Russie dans les prochaines semaines, prochains mois, de façon importante, là, va se concrétiser? Quels seront les impacts? Est-ce que l'Union européenne, ceux qui s'associent à l'Ukraine actuellement, risquent d'être pénalisés par la Russie? Est-ce que le président de la Russie va se choquer de façon beaucoup plus grande envers les alliés, les alliés de l'Ukraine? On ne sait pas ce qui va se passer. On avait peur avec la guerre que l'aspect de l'énergie soit un impact important en Europe. Ça n'a pas été le cas. Pas autant, à tout le moins, qu'on l'avait prédit.
Alors, qu'est-ce qui peut se passer en termes économiques locaux? Moi, je te dirais que la réponse, c'est nous qui l'avons comme consommateurs. Si on ne diminue pas, je vais le répéter mon message, je suis fatigué avec ça, mais si on ne diminue pas notre niveau de consommation de produits et services, si on ne laisse pas aller ce que la Banque du Canada a tenté de propulser, donc des impacts sur les entreprises qui produisent parce qu'on achète moins de produits, diminution, c'est comme de se faire harakiri nous-mêmes, là. C'est de créer du chômage d'être obligé de se créer du chômage pour réduire, causer un ralentissement économique. Ben, avant ça, c'était les firmes externes qui le causaient, c'est-à-dire la Banque du Canada, les marchés boursiers qui créaient ces éléments-là. Là, le marché boursier en janvier n'a jamais eu autant d'optimisme. Il y a une contradiction entre les gestes de la Banque du Canada et de la Fed américaine et les marchés et les consommateurs. Alors, est-ce qu'on réussira à battre la Banque du Canada? Pas sûr. Est-ce qu'on va continuer à se plaindre de l'augmentation des prix si on continue comme ça? C'est clair. Fait qu'on est vraiment dans une situation d'incertitude comme on a rarement vu parce que, comme vous dites, il y a tout plein de trucs externes qui pourraient affecter ces mouvements-là et il y a des contradictions entre la Fed et la Banque du Canada. Donc, c'est vraiment un moment d'incertitude rare, j'ai l'impression. Oui, puis on est en train de creuser l'écart entre les riches et les moins bien nantis. Ah, ouais. Je ne dirais pas les pauvres, mais les moins bien nantis. Puis moins bien nantis, là, je parle à partir de 40-45 000 par année là, de revenus familial. Ces gens-là risquent d'avoir un impact beaucoup plus rapide sur leur budget si l'inflation continue d'être croissante. Puis les 47 000 emplois qui ont été créés en janvier sont des emplois plus rémunérateurs. Donc, qu'est-ce qui reste sur la table de postes non comblés et ou de gens derrière? C'est les gens à petits revenus. Donc, les gens qui sont les plus affectés par l'inflation, qui ont moins la capacité d'acheter des produits et services, qui ont moins la capacité de payer l'augmentation du coût des loyers. Alors, ces gens-là, c'est eux qu'on va retrouver malheureusement sur la liste des insolvabilités. Puis, dernier point, c'est important, Vincent, les institutions financières ont été beaucoup plus clémentes dans les 2 dernières années dû à la pandémie. Là, ils vont remettre les processus de recouvrement beaucoup plus serrés du côté de leur dette ce qui leur est dû. Alors, beaucoup moins de permission, si on veut, pour avoir des écarts au niveau des paiements. Alors, je comprends qu'on va donner certains, là, que toutes les institutions répondent, ah, ben on va s'adapter, tout ça. Puis quand on avait dit que les institutions s'étaient adaptées puis qu'il n'y avait pas trop peur, c'est parce que quand ils qualifiaient les gens pour les prêts hypothécaires, ils le qualifiaient avec un taux d'intérêt 2 supérieur au taux qu'ils avaient eu. Alors là, on est en train d'atteindre l'écart du 2 de marge qu'ils s'étaient donné. Alors, les prochaines augmentations de taux risquent d'être fatales pour plusieurs personnes du côté de leur capacité de remboursement. M. Rajotte, encore une fois, c'était super intéressant. Merci de nous avoir instruits cette semaine. Donc, on se reparle dans 2 semaines. Oui, puis j'espère d'être capable de vous trouver des bonnes nouvelles au niveau de l'économie ou encourageantes, parce que j'ai l'impression d'être le prophète de malheur. C'est ça. On se croise les doigts. Merci beaucoup, M. Rajotte. Salut.